Salut à tous les amis, j'espère que vous avez la pêche. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de MMA. Cette fois-ci, pas d'analyse ni de pronostic. Cette vidéo va être consacrée uniquement au Pride Fighting Championship. Ceci est un nouveau format car je souhaite créer une vidéo pour ma chaîne qui dure un petit peu dans le temps. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous faire aussi découvrir la meilleure organisation de MMA des années 2000. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, lâchez un pouce en l'air si jamais la vidéo vous plaît, et surtout activez la cloche si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Je vous remercie 1000 fois les frérots. C'est parti. Le Pride Fighting Championship était une organisation professionnelle de MMA et elle était sur le papier la deuxième organisation mondiale après l'UFC. On va voir ensemble pourquoi selon moi elle était numéro 1. L'organisation japonaise voit le jour en 1997. Elle apparaît à la suite du succès de l'UFC aux États-Unis. Pour le premier événement, les dirigeants font appel au grand frère d'un certain Royce Gracie qui avait déjà brillé lors des premiers UFC. Son frère, Rickson, une légende du jiu-jitsu brésilien, doit faire face pour son premier combat à Nobuo Takada. Takada étant une star au Japon, l'événement est une réussite. Le Pride Fighting Championship est né. Les règles, quant à elles, sont légèrement différentes de l'UFC. Les coups de coude sont interdits, mais les coups de genoux à la tête au sol sont autorisés. Sont également autorisés les stompes à la tête, ou également appelés les soccer kicks, ce qui favorisait vraiment pas les lutteurs américains. Par exemple, on sait que l'UFC, les règles sont adaptées par rapport à la lutte. Au Pride, si vous étiez un lutteur américain et que vous ratiez votre takedown, je peux vous assurer que les coups de genoux qui plongeaient à la tête ou les pénaltys, ça pouvait très vite tomber. Ce qui fait que ça pouvait légèrement changer la physionomie de certains combats, en tout cas de certaines approches de certains combattants. Autre différence avec l'UFC, au Pride, le premier round dure 10 minutes. Le deuxième round 5 minutes, et s'il y a un troisième round, parce que c'était pas toujours, ça dépendait souvent dans les combats de championnat, également 5 minutes supplémentaires. Ce qui favorisait énormément les finishes au premier round. Je veux dire, c'est énormément de KO, de soumission, arrivé à la 7e ou 8e minute, au moment où beaucoup de combattants craquaient en fait. Une autre règle qui n'a jamais existé à l'UFC ou que j'ai jamais vu dans une autre organisation de MMA quelconque, c'est le carton jaune. L'arbitre pouvait, s'il le souhaitait, donner un carton jaune au combattant s'il trouvait que le combat n'était pas assez disputé ou en tout cas pas au goût du public. Quand vous preniez un carton jaune, vous perdiez 10% de votre prime de combat. En voir la tête de Rampage Jackson, en plus je me souviens que sur ce combat-là, il n'est pas vraiment mérité ce carton jaune. Mais bon, les arbitres, ils les lâchaient un petit peu facilement aussi. Après, il y a eu des combats au Pride où les arbitres n'ont pas eu besoin de sortir le carton, comme celui que vous voyez à l'écran qui est très connu. En général, de toute façon, quand les arbitres sortaient un carton jaune, le rythme il changeait derrière. Le Pride comptait 4 catégories de poids, les heavyweight, les middleweight, les welterweight et les lightweight. Après, la catégorie middleweight du Pride, c'est la catégorie light heavyweight à l'UFC, et la catégorie welterweight du Pride, on va dire que c'est la catégorie middleweight de l'UFC. Le Pride, en fait, n'avait pas de vraie catégorie welterweight entre guillemets. Georges Saint-Pierre ou Leon Edwards, Kamaru Usman. 77 kg, c'est pas une catégorie qui existait. On passait de 70 les lightweight à plus de 80 kg directement les welterweight. Alors le Pride avait ses événements classiques, comme vous pouvez le voir à l'écran, le Pride numéro 27, il y avait le Pride 1, 2, 3, ainsi de suite. Ou comme par exemple ici le Pride numéro 32. En plus de ces Pride à numéro, le Pride faisait également des événements un petit peu spéciaux chaque 31 décembre. On retrouvait des cartes de folie. Là vous voyez à l'affiche le Pride Shockwave 2006, c'était le 31 décembre 2006. On voit Fedor contre Mark Hunt à l'affiche. En plus de ça, il y avait aussi les événements Pride Bushido. C'était un petit peu comme les UFC Fight Night, c'était pour les cartes un petit peu moins importantes ou aussi pour les petites catégories en tout cas au début. Sa première compétition, elle s'était déroulée dans le Tokyo Dome. Et c'est immense, c'est un endroit avec plus de 71 000 sièges. D'ailleurs, le Pride détient le record de spectateurs pour une rencontre de sport de combat, avec ses 71 000 sièges. C'était lors d'une soirée d'un Pride Shockwave Dynamite en août 2002. Les événements se passaient aussi dans la Saint Thomas Super Arena,
Capacité d'accueil un peu plus petite que le Tokyo Dome, c'était plutôt pour une 40 000 spectateurs à peu près. Des salles immenses remplies avec le public japonais qui est un public très respectueux, c'était vraiment très appréciable à regarder. Alors, il y a plusieurs champions pendant les 10 ans d'existence du Pride. Le premier champion poids lourd, c'était Antonio Rodrigo Nogueira, surnommé Minotauro, qui est devenu champion en 2001 en battant Isering. Il perd sa ceinture contre Fedor Emelianenko, le russe, appelé aussi le Last Emperor. En 2003, Fedor devait défendre sa ceinture contre Mirko Cro Cop, mais blessé, il est remplacé par Antonio Rodrigo Nogueira, qui soumet Mirko Cro Cop et redevient champion par intérim du Pride poids lourd. L'unification des titres a lieu quelques mois plus tard et c'est Fedor Emelianenko qui l'emporte. Il conservera sa ceinture jusqu'à la fin de l'organisation. Donc en 10 ans d'existence, le Pride n'a eu que 2 champions poids lourds. Le premier champion middleweight du Pride est Vanderlei Silva. Le Brésilien conservera cette ceinture de 2001 jusqu'à 2007. Il perdra sa ceinture face à Dan Anderson et l'Américain gardera le titre. C'est en février 2007 et il perdra ce titre à la fin de l'organisation. Il n'aura jamais l'occasion de la défendre sur le ring du Pride. Le premier champion welterweight du Pride sera également Dan Anderson. Il obtiendra sa ceinture en 2005 face à Morello Bustamante. Vous voyez qu'il a aussi la ceinture donc, de Vanderlei Silva middleweight à côté de lui. Et autour de sa taille, c'est la ceinture welterweight du Pride Grand Prix. Et en dernier, le champion lightweight du Pride, Takanori Gomi, a obtenu son titre également en 2005 en battant Hayato Sakurai. Comme Dan Anderson, c'est le seul champion de l'histoire du Pride, lightweight, Takanori Gomi. Dan Anderson est le seul champion welterweight. Et vous voyez qu'il a également sur l'épaule, comme Dan Anderson, la ceinture du Grand Prix de sa catégorie. Le Pride faisait également, en plus des Pride à numéro, des Bushido et des Pride de fin d'année, des tournois qui s'appelaient Pride Grand Prix, qui regroupait de 8 à 16 combattants. Et après un peu plus donc de 2 ans d'existence, le Pride organise son premier tournoi, le Pride Grand Prix 2000, qui regroupe du coup 16 combattants, toutes catégories confondues. Alors toutes catégories confondues, ça entend poids lourd et poids mi-lourd. En dessous, vous n'aviez aucune chance. Et dans le tournoi, on retrouve déjà des grands noms de l'époque comme Royce Gracie, le japonais Kazushi Sakuraba, l'américain Guy Mezger, aussi Alexander Otsuka, Gary Goodridge qui avait fait les beaux jours des débuts de l'UFC aussi, le très renommé à l'époque Igor Vovchachin, aussi des pointures comme un ancien champion poids lourd de l'UFC Mark Coleman, également Mark Kerr qui va bientôt avoir un film fait sur sa vie joué par The Rock, ou encore le combattant très solide Kazuyuki Fujita. Dans le premier carré, Royce Gracie passe le premier tour, ainsi que Kazushi Sakuraba, et ensuite Royce Gracie perd contre le japonais qui enchaîne sur la suite du tournoi. Igor, lui, bat Alexander Otsuka au premier tour et retrouve Gary Goodridge pour le quart de finale. C'est Igor qui l'emporte et qui retrouve Sakuraba du coup directement en demi-finale. Dans le troisième carré, l'ancien champion Mark Coleman, ancien champion de l'UFC, gagne ces 2 combats et se hisse directement en demi-finale. Et dans le dernier carré, Mark Kerr et Kazuyuki Fujita emportent leur premier combat et c'est Fujita qui remporte le quart de finale et rejoint Mark Coleman en demi. Pour la première demi, Igor Vovchachin l'emporte sur Kazushi Sakuraba. L'américain Mark Coleman, quant à lui, se défait de Kazuyuki Fujita et retrouve Igor Vovchachin en finale. Les 2 combattants nous livrent une super finale. Et après que le russe ait subi la loi de l'américain, la lutte de Coleman était vraiment très puissante. Il a imposé son grand handpound jusqu'à ce que le russe finisse par abandonner. Vous voyez là, il lui met d'énormes coups de genoux à la tête, les règles autorisées au Pride. Igor n'en pouvait plus à ce moment-là. Il a abandonné, l'arbitre a mis fin au combat. Mark Coleman est devenu le premier champion du Pride Grand Prix 2000. Ah oui, il a fêté ça tellement fort qu'il s'est ramassé sur les cordes. Après avoir été champion poids lourd de l'UFC, Mark Coleman est devenu champion du Pride Grand Prix 2000. Le second tournoi Grand Prix n'apparaît que 3 ans après, en 2003 donc, mais cette fois catégorie middleweight. Il regroupe 8 combattants. Du coup, une star américaine de l'UFC fait le déplacement pour participer au tournoi.
Et en la personne de Chuck Liddell, Dana White va miser une énorme somme d'argent sur son protégé, étant sûr qu'il va remporter le Pride Grand Prix 2003. Face à lui au premier tour, Chuck Liddell retrouve Alistair Overeem, alors jeune star montante de l'organisation du Pride. Dans le même carré, on retrouve Quinton Rampage Jackson. Face à lui, un Brésilien, Murilo Bustamante, qui, champion du UFC l'année passée, a quitté l'UFC après avoir défendu une fois sa ceinture, champion middleweight de l'UFC, pour participer au Grand Prix du Pride. En premier combat, donc, on retrouve Chuck Liddell face à Alistair Overeem. Chuck Liddell l'emporte par KO après un combat très engagé, parce qu'Alistair Overeem vraiment était très très jeune à cette époque-là et il avait la foudre dans les poings. Quant à Rampage, il dispose du Brésilien par décision, faisant donc que l'ancien champion de l'UFC quitte le tournoi dès le premier tour. Dans le deuxième carré, on retrouve en premier Wanderlei Silva, le champion middleweight du Pride, qui fait face pour le premier tour au japonais Kazushi Sakuraba. Et en dernier, on retrouve le judoka Hidehiko Yoshida, face à lui, son compatriote Kiyoshi Tamura. Silva bat Kazushi Sakuraba par KO. Après avoir battu Tamura, le japonais Hidehiko Yoshida retrouve Wanderlei Silva en demi-finale dans un combat extrêmement épique. Le sol, le judo face à l'agressivité du Brésilien, je vous conseille de regarder. Le japonais avait vraiment bien utilisé son judo pour bloquer Wanderlei Silva. Il s'impose quand même par décision, le Brésilien, mais c'était la première fois qu'il n'arrivait pas à finir un de ses adversaires japonais sur le ring du Pride. L'autre demi-finale oppose donc Quinton Rampage Jackson face à Chuck Liddell, et à la surprise générale, c'est Quinton Rampage Jackson qui s'impose par KO technique, en laissant Dana White juste ses yeux pour pleurer. On retrouve du coup en finale Quinton Rampage Jackson, face à lui, le champion Wanderlei Silva, champion middleweight du Pride, pour une finale épique. Comme vous pouvez le voir sur le face-à-face, croyez-moi, les deux à l'époque ils s'aimaient pas. Il y avait déjà eu un petit accrochage entre eux lors d'un événement précédent. Malheureusement pour l'Américain, le Brésilien prend le meilleur sur lui et comme vous allez voir après cette série de coups de genoux au clinch, il va laisser l'Américain KO au centre de l'octogone. Vous allez voir un petit sourire, un échange entre les deux. Alors regardez ce qu'il prend, énormément de coups de genoux à la tête. L'estompe. Ah ouais, ça fait mal. Regardez le petit sourire échangé entre Rampage et Silva. Je sais pas si on va le voir si on voit Silva sourire là. Et l'arbitre met fin au calvaire du pauvre Rampage. Wanderlei Silva est le champion du Pride Grand Prix 2003. L'année suivante, en 2004, un second tournoi poids lourd est organisé et on retrouve cette fois 16 combattants. Même si le niveau de certains combattants est un peu douteux, le niveau reste quand même plus élevé que dans le tournoi du Grand Prix 2000. Le premier carré du Grand Prix est composé du Russe Sergei Kharitonov. Face à lui, le Brésilien Murilo Ninja Rua. On retrouve également le Hollandais Semi Schilt. Face à lui, un combattant poids lourd qui vient de l'UFC, un autre géant, Gan McGee. Le géant américain est opposé donc face au géant hollandais, et comme l'avait déclaré Gan McGee juste avant son combat, il avait fait le déplacement au Pride parce que pour lui le niveau au Pride était plus élevé qu'à l'UFC, en tout cas dans la catégorie poids lourd, et il avait bien raison. Et même si sur la photo là vous voyez Gan McGee en position montée sur Semi Schilt, regardez le combat, c'est Semi Schilt qui arrivera à faire le plus de dégâts en étant en dessous avec ses bras gigantesques, et finira par retourner et battre l'Américain. L'Américain sera battu donc dès le premier tour du tournoi. Quant à Kharitonov et Rua, ils vont livrer une guerre debout et c'est le Russe qui va l'emporter, laissant le Brésilien KO au centre du ring dans un combat extrêmement violent. Et dans le premier quart de finale du coup, ça oppose le géant hollandais face au Russe. Sergei Kharitonov fait quand même 1m93. Regardez la taille de Semi Schilt face à lui qui fait 2m11. Le Russe emmène le Hollandais au sol et petit à petit, après avoir placé une montée, il le détruit avec des coups au visage d'une extrême violence. Encore une fois, la violence allait monter d'un cran dans ce combat-là parce que c'était pas des coups qui mettaient KO, mais c'était des coups qui
qui détruisait le visage de Semichil petit à petit. Regardez ce combat aussi, vous allez voir quand l'arbitre met un terme au combat, le visage de Semichil dans quel état il est, le russe vraiment lui a pas fait de cadeau. Sergei Kharitonov est donc le premier demi-finaliste de ce tournoi. Ensuite, dans le deuxième carré du tournoi du Pride Grand Prix 2004, dans ce carré-là, c'est le moins compétitif des 4 pour moi. On retrouve un judoka japonais, Naoya Ogaya. Face à lui, une star du K1 qui souhaite s'essayer au MMA, Stéphane Leko, l'allemand. Et on retrouve aussi un géant brésilien, Paulo César Silva, qui lui était encore plus grand que Semichil, qui devait bien faire les quasiment 2,20 m, immense, mais alors vraiment c'était plutôt une bête de foire qu'autre chose, parce que malheureusement son niveau était vraiment très très bas. Face à lui, on retrouve l'américain Henry Miller, surnommé Santoryu, qui était une star au Japon, parce qu'il me semble qu'il faisait que c'était un sumotori. Ce combat-là est sûrement le moins compétitif de tout le tournoi. Henry Miller a réussi à emmener Jaron Silva au sol, mais le Brésilien a réussi à lui placer une Kimura. Enfin, le combat est plus une farce qu'autre chose. Quant à l'Allemand Stéphane Leko, ça a été compliqué pour lui. On lui a mis un judoka, lui qui vient du pied-point, avait énormément de difficultés au sol. Il s'est fait soumettre directement au premier round. Et ensuite, Ogawa s'est débarrassé aussi facilement du géant brésilien. Au premier round également, c'était vraiment pas un carré compliqué pour le japonais. Naoya Ogaya est donc le deuxième demi-finaliste du tournoi. Dans le troisième carré, on retrouve l'américain Isering, Texas Crazy Horse. Face à lui, enfin pas face à lui, mais dans le même carré, on retrouve l'ancien champion du Pride, Antonio Rodrigo Nogueira. Isering et Antonio Rodrigo Nogueira ont tous les deux gagné leur premier tour et ils se sont retrouvés donc directement en quart. J'ai passé rapidement les poules parce que leurs deux adversaires c'était pas vraiment des stars, mais vous voyez rien que la présence d'un des deux dans un des carrés rend le carré numéro 3 beaucoup plus compétitif que le carré numéro 2. Le Brésilien soumet l'Américain et se rejoint en demi-finale directement le Russe Sergei Kharitonov et le Japonais Naoya Ogawa. Et donc dans le dernier carré, le plus compétitif de ce tournoi pour moi, on retrouve le champion du Pride, Fedor Emelianenko, face à lui, et ça dès le premier tour, le champion du Pride Grand Prix 2000, Mark Coleman, ancien champion poids lourd donc de l'UFC également. Et en dernier, le dernier carré est composé de Mirko Cro Cop, l'ancienne star également du K1, qui a bien mieux réussi sa reconversion dans le MMA que Stéphane Leko. Face à lui, l'américain Kevin Randleman, élève et ami partenaire d'entraînement de Mark Coleman, ancien champion poids lourd du Pride. Pour le premier combat du coup, Fedor Emelianenko contre Mark Coleman, les deux champions du Pride contre l'ancien champion du Pride Grand Prix 2000. L'américain débute très très fort avec sa lutte offensive et passe pas loin de placer une tentative de soumission on va dire sur le russe en lui attrapant le dos. Le russe se retourne, finit par soumettre l'américain avec une clé de bras après un deuxième takedown de l'américain. Je vous conseille de regarder ce combat, d'ailleurs je vous conseille de regarder tous les combats bien évidemment, mais ce combat là est vraiment intéressant. C'est là qu'on peut découvrir que Fedor est capable de sortir de situations vraiment compliquées en combat en gardant son calme. C'était vraiment impressionnant le russe. Pour le dernier combat, à la surprise générale encore une fois, Kevin Randleman met KO Mirko Cro Cop. Après l'avoir envoyé au tapis sur un énorme coup de poing au visage, il le termine en grande nenpan d'une violence rarement vue. Je vous conseille de le regarder, d'ailleurs je l'ai mis en ouverture de vidéo, parce que je commence toujours mes vidéos bien évidemment avec un petit moment du Pride. Mais là, regardez, vous allez voir le grand nenpan de Mirko Cro Cop, il prend 4 ou 5 coups d'une puissance et une vitesse dans le visage extrêmement impressionnant. Le quart de finale oppose donc Kevin Randleman au champion russe Fedor Emelianenko. Et dans ce combat, l'américain place un slam de folie à Fedor Emelianenko qui tombe où n'importe qui serait tombé KO. Mais le russe ne tombe pas KO et finit par même retourner la situation. Et après quelques frappes à la tête, il force Kevin à abandonner sur une soumission, une Kimura. Extrêmement impressionnant, Fedor Emelianenko. Ces deux combats contre Mark Coleman et Kevin Randleman, je vous les conseille grandement. Il n'y avait aucune animosité entre eux, parce qu'on peut même voir à la fin du combat Kevin Randleman qui soulève Fedor pour le féliciter. Regardez le sourire de Fedor à ce moment-là, alors que Kevin Randleman il a 110 kg sur l'épaule, normal au calme. On a donc nos 4 demi-finalistes. Fedor Emelianenko, Sergei Kharitonov, les deux Russes, le Japonais Naoya Ogawa et le Brésilien Antonio Rodrigo Nogueira. C'est donc le Brésilien qui est chargé d'affronter la terreur, Sergei Kharitonov. Mais le Brésilien a de l'expérience et il va contrôler le Russe pendant tout le long du combat en s'imposant par décision, après une belle guerre quand même.
Dans l'autre demi-finale, on retrouve donc le japonais face au russe. Fedor ne va pas faire dans la dentelle et soumet Ogawa en 54 secondes. Il lui roule complètement dessus. On retrouve donc les deux anciens champions de la catégorie en finale du Grand Prix. Antonio Rodrigo Nogueira. Face à lui, Fedor Emelianenko. Pour une finale de folie. Malheureusement, comme vous allez le voir pendant ce combat, je vais vous passer ça très rapidement. Le combat commence très fort. Le russe emmène le brésilien au sol, mais Nogueira montre vraiment un très bon jiu-jitsu, défend très bien. Et malheureusement, à un moment donné, sur un choc de tête involontaire, que vous venez de voir là à l'instant, vous allez voir le russe Fedor s'est fait une énorme ouverture sur le front. Vous voyez, il arrête de combattre. Il comprend pas trop ce qui se passe, le brésilien. Nogueira qui était vraiment chaud comme la braise pour cette finale. Regardez ça. Très énervé le brésilien, et Fedor a subi malheureusement une ouverture qui a forcé les médecins à mettre fin au combat. Ouais, l'ouverture est vraiment énorme, juste au-dessus de l'œil sur le front. Alors on voit ici l'échange. Le coup de tête qui crée l'ouverture. Sergei Kharitonov qui se demande ce qui se passe. Ah, l'ouverture était vraiment énorme. Le combat ne pouvait pas reprendre malheureusement. Le combat entre les deux finalistes est donc reporté au Pride Shockwave de fin d'année, Pride de fin d'année 2004. On retrouve du coup les deux combattants pour un nouveau combat, cette fois quelques mois plus tard. Cette fois, le russe prend le meilleur sur le brésilien, domine pendant l'entièreté, les 3 rounds, l'entièreté du combat. Et après une guerre de 3 rounds, donc le russe est déclaré vainqueur. Champion du Pride Grand Prix 2004, Fedor Emelianenko. Qui a roulé sur le tournoi. Il n'y a que Nogueira qui lui a posé vraiment une énorme résistance en finale. Donc comme l'année précédente, comme le champion Wanderlei Silva, le champion middleweight, Fedor Emelianenko, champion poids lourd, remporte le tournoi de sa catégorie. Voilà les frérots, j'espère que ça vous a plu. C'est la première partie de la vidéo qui est terminée, parce qu'il y a eu d'autres Grands Prix derrière, d'autres choses au Pride, donc j'ai encore envie de vous parler. Le Pride Grand Prix 2005, le Pride Grand Prix 2006, ainsi de suite. Je vous fais la deuxième partie dans quelques jours, parce que je voulais pas faire les vidéos trop longues. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à liker si vous avez kiffé ça les amis. J'espère que pour ceux qui ne connaissaient pas, vous avez kiffé découvrir le Pride. N'hésitez surtout pas à aller regarder les combats. Pour ceux qui connaissaient déjà, un petit kiff de revoir les anciens combats passés, les anciennes gloires du passé. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à dans quelques jours. Ciao les amis.